Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec les docteurs André Grimaldi et François Bourdillon, auteurs du livre Notre santé, 7 questions, 7 réponses, le débat confisqué, paru aux éditions Odile Jacob. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous. La crise de la médecine en France. Comment notre système de santé, autrefois considéré comme l'un des meilleurs au monde, a-t-il pu en arriver là ? Quelles sont les causes de cette crise et surtout, quelles solutions peut-on envisager pour en sortir ? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 2 personnalités du monde médical. André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière, et François Bourdillon, médecin de santé publique et ancien directeur général de Santé publique France. Ensemble, ils sont les auteurs du livre percutant « Notre santé, 7 questions, 7 réponses » qui analyse en profondeur les enjeux et les défis de notre système de santé actuel. Dans ce podcast, nous explorerons les multiples facettes de cette crise. Nous parlerons de la pénurie de médecins généralistes et de médicaments. Nous discuterons aussi des propositions de réforme nécessaires. Le rôle de la prévention et de la médecine intégrative seront également abordés. Et nous tenterons de comprendre comment ces solutions pourraient améliorer l'accès aux soins. André Grimaldi et François Bourdillon vont nous éclairer sur la crise de la médecine en France et discuter des solutions pour améliorer notre système de santé. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Messieurs Grimaldi et Bourdillon, bonjour. 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 Alors, je vais commencer peut-être avec vous, monsieur Grimaldi. Comment expliquez-vous que la médecine française, autrefois célébrée comme l'une des meilleures au monde, en est arrivée à cette situation de crise ? Il y a plusieurs explications, mais prenons-en une au moins. C'est que notre système de santé s'est construit autour des maladies aiguës. Des maladies aiguës bénignes, la gastro-entérite, la grippe, le plus souvent, la sciatique, en médecine de ville, les maladies aiguës graves et gestes techniques complexes à l'hôpital. Or, on a assisté à une transition avec le développement des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies que l'on ne peut pas guérir, mais qu'on peut soigner. Et qu'on soigne de mieux en mieux, mais dont le sida, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire. C'est aujourd'hui en France 24 millions de personnes. Et puis, autour de la santé publique, qui, elle, est une médecine centrée sur les populations, pour maintenir la population en bonne santé. Notre médecine, elle s'est construite sur les maladies aiguës et pas sur les maladies chroniques et pas sur la santé publique où nous sommes pas bons. Or, c'est les 2 sujets principaux actuellement, comme on l'a vu avec le Covid et comme on le voit avec le développement de l'obésité et du diabète. Ça, c'est un des facteurs majeurs. On n'arrive pas à sortir de cela parce que c'est pas le même rapport entre les médecins et les paramédicaux, les infirmières, les diététiciens. C'est la médecine des maladies chroniques et la santé publique, ça se fait en équipe et pas seul dans son cabinet. C'est pas le même mode de relation avec le patient, parce que le patient, il est actif dans la maladie chronique. C'est lui qui se soigne tous les jours. C'est lui qui doit prendre les décisions, qui les observe ou qui les observe pas, qui a d'autres problèmes dans la vie. Bon, la population, faut qu'elle puisse adhérer. On a vu avec le problème des vaccins que c'est pas spontané qu'on adhère à l'idée qu'on vous dit qu'il faut se vacciner. Donc, on est en porte-à-faux sur ça, sur notre modèle de santé, qui était très performant par le passé, mais qui depuis les années 2000... Alors après, il y a d'autres facteurs, notamment des facteurs de régulation économique, etc., mais on pourra en parler. Justement, en ce qui concerne la régulation, quels sont les principaux facteurs qui ont conduit la pénurie actuelle de médecins généralistes en France ? Alors, c'est vrai qu'il y a une pénurie de médecins généralistes. Les décisions ont été prises il y a plusieurs années, il y a en 71, exactement, où on a décidé de limiter la formation des médecins généralistes. Sur une idée très basique à l'époque, parce qu'on commençait à s'inquiéter des dérives financières du système de santé, et les responsables sanitaires de l'époque s'étaient dit moins il y aura de médecins, moins il y aura de prescriptions, et s'il n'y a pas assez de prescriptions, on aura des coûts moindres. Voilà, c'est une idée un peu saugrenue. À l'époque, on formait 8500 médecins par an, on est descendu jusqu'à 3500, pour revenir aujourd'hui à un nombre qui est de cet ordre-là. On a même été jusqu'à pousser les médecins à partir en retraite plus tôt.
Donc c'est quelque chose d'incroyable quand on regarde aujourd'hui, et personne n'a envisagé à l'époque qu'il faudrait travailler sur les besoins en termes de santé et qu'il aurait fallu s'intéresser aux nouveaux modes d'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont installées, il y a une appétence réelle pour faire un exercice diversifié, pour travailler en équipe, et donc on n'est pas du tout sur les modèles d'antan où on avait un cabinet où on était installé seul et en libéral. Voilà. Et du coup, il y a une pénurie extrêmement importante de médecins. Alors, quelles conséquences a cette pénurie, en particulier dans les zones rurales et les quartiers populaires ? Alors, je continue à répondre. Donc, sur cette question-là, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des déserts médicaux, en particulier sur la périphérie des villes et en milieu rural. Enfin, chacun sait aujourd'hui que pour avoir un rendez-vous en médecine générale dans certaines régions de France, c'est devenu extrêmement difficile. Et quand je dis obtenir un rendez-vous, c'est parfois avoir un médecin traitant. On dit qu'aujourd'hui, il y a un nombre considérable de malades atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'arrivent pas à en avoir. André ? Sur la pénurie, il y a ce qu'a dit François, c'est-à-dire qu'on a dit s'il y a moins de médecins, il y aura moins d'actes inutiles, et donc on a réduit. Mais au fond, on aurait pu faire ça en disant mais il y a un certain nombre d'actes qui peuvent être faits par les paramédicaux. Par exemple, les vaccins, jusqu'en récemment, les pharmaciens n'avaient pas le droit de vacciner. Bon. Ensuite, on maintient le paiement à l'acte. C'est-à-dire la consultation, ça vaut tant d'euros. Comme on contraint une consultation, c'est à 26,5, ça va passer à 30 euros. Vous dites, alors à 30 euros, moi je ne peux pas garder un malade pendant une demi-heure. Donc, ça devient de pousser à faire de l'acte. Donc tout ça a fait que les médecins ne sont pas utilisés pleinement en fonction de leurs compétences. Un travail en équipe permet que les vaccinations soient faites par l'infirmière ou par le pharmacien, et que le médecin, lui, soit pour les diagnostics plus complexes, pour les traitements les plus complexes. Ça suppose que le mode de rémunération change. Donc ça supposerait de changer ce paiement à l'acte qui fait la négociation, la discussion permanente, 30, 40, 50 euros, on est payé moins que le coiffeur, c'est inadmissible, etc. Bon, il faut sortir de ça, qui était le modèle toujours ancien. Alors, justement, sur la pertinence des soins, il y a un débat sur l'AME mise en cause dans le trou de la Sécu. Pour rappel, l'AME permet aux personnes sans papier résidant en France depuis au moins 3 mois et avec de faibles revenus d'avoir accès à des soins gratuits. Quelle est votre analyse, vous, sur la question de l'AME ? Est-ce qu'on peut accuser l'AME de mettre... Non, lorsqu'on regarde les coûts de l'AME, c'est par personne bénéficiant de l'AME, c'est en dessous du remboursement moyen d'un Français. Pour une simple raison, c'est qu'ils sont jeunes et que la majorité d'entre eux, d'ailleurs, ne consultent pas. Et donc, le débat sur l'AME tel qu'il est porté aujourd'hui, il est porté essentiellement pour des raisons politiques et pour masquer les vraies questions que sont celles du trou de la Sécu. Parce que même le rapport qui a été plutôt écrit par des gens assez stricts ou plutôt basés à droite souligne qu'il n'y a aucun appel d'air qui est lié à l'AME, que ce n'est pas une des raisons qui fait que les migrants viennent en France. Et donc, le sujet de la pertinence des soins, c'est comment on peut aujourd'hui soit diminuer les dépenses de santé, soit augmenter les recettes pour retrouver un équilibre et faire en sorte que notre système fonctionne bien et de manière solidaire, y compris pour les étrangers en situation irrégulière, car lorsqu'ils ont besoin de soins, il faut les soigner. C'est la moindre des choses lorsqu'on est médecin. Et il faut savoir que si on ne soigne pas tôt une maladie, elle va s'aggraver et qu'elle va coûter plus cher ensuite. Alors, sur la prévention, vous dénoncez la soumission des politiques au lobby qui contrecarre la mise en place des politiques publiques de prévention. Alors, comment et pourquoi les lobbies font-ils barrage aux politiques de prévention ? Oui, alors prenons les grands déterminants de santé, tabac, alcool, nutrition. C'est essentiellement sur ces sujets-là, ou même l'industrie pharmaceutique, où on voit des lobbies qui interviennent sur les politiques publiques. Prenons quelque chose que les Français connaissent bien maintenant, le Nutri-Score. Nutri-Score, c'est un outil de santé publique formidable qui vise à comparer les produits entre eux et qui vise à pousser les industriels à améliorer le contenu pour être mieux notés A ou B. Si ce n'est que ceux qui sont A ou B sont très contents, ceux qui sont D ou E sont beaucoup moins contents et que les Français comprennent très bien le logo nutritionnel et ont plutôt tendance à acheter A ou B, surtout que les tarifs ne sont pas très différents entre le D et E, que du DE. Et donc aujourd'hui, on voit
une augmentation des achats sur le A et le B et une diminution des ventes sur le D et le E. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour la santé des individus. On a aujourd'hui 8 pays européens qui acceptent le Nutri-Score. Et aujourd'hui, on voit certaines entreprises françaises, beaucoup d'entreprises italiennes, essayer de torpiller le Nutri-Score, soit en inventant de nouveaux logos nutritionnels, soit en bloquant les instances européennes qui veulent le rendre obligatoire. Et on voit donc des industriels jouer contre la santé publique pour essayer de préserver des parts de marché. Non, le bien commun d'une société est de travailler pour la santé des personnes et d'imposer les outils qui ont fait preuve de leur efficacité. Et bien ce lobby-là, on le retrouve pour l'alcool, qui a réussi à censurer 3 campagnes d'information sur l'alcool qui étaient pourtant assez soft, qui étaient faites par Santé publique France. On l'a vu pour le tabac, ça reste extrêmement important, et on le voit pour les médicaments aujourd'hui, où on a du mal à retrouver des nouveaux mécanismes de régulation pour avoir des tarifs de médicaments adaptés aux sociétés dans lesquelles elles sont consommées et qui aujourd'hui multiplient par 5, par 10, par 100 les coûts de production pour vendre des médicaments aux pays riches. Alors, parmi les débats confisqués, comment la pandémie de Covid a-t-elle affecté la démocratie sanitaire ? Ça, c'est un immense sujet quand même, parce que, plus général, très politique, on a vécu un épisode majeur, la pandémie. On a eu, peu de temps après, une élection présidentielle, on n'en a pas parlé. On a tiré, au niveau de la population, on n'a tiré aucune leçon de cette pandémie. En gros, on a dit, c'est un épisode, c'est fini, on n'en parle plus. Rappelez-vous les paroles du président avant qu'on ait le vaccin. Avant qu'on ait le vaccin, on était démunis. On avait confinement et ensuite essayer d'avoir que le virus circule le moins possible, avec le modèle zéro virus, c'est-à-dire qu'il ne circule pas. Bon, on se protège. Le président, à ce moment-là, a eu des mots très forts. Il a dit il y a des prestations, des services et des biens qui doivent être passés en dehors des lois du marché. Il a dit l'État-providence n'est pas une charge, mais une chance quand le destin frappe. Peu de temps après, là, récemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit il faut en finir avec l'État-providence. On a vu tout d'un coup le service de santé fonctionner très différemment. Tous les soignants étaient au service des patients. Il n'y avait pas de gaspillage, il n'y avait pas de dépassement d'honoraires, on manquait de tout. Il n'y avait pas de concurrence entre les médecins en ville et à l'hôpital. Tout le monde était réquisitionné, tout le monde était sur le pont. Et les gestionnaires étaient au service des soignants. Les soignants étaient au service des patients et les gestionnaires au service des soignants. Il n'était plus question de tarification à l'activité. On était ce que doit être un service public. Et les soignants qui étaient applaudis étaient finalement retrouvés le sens de leur métier. Paradoxalement, ils étaient très motivés. Et ils étaient reconnus par la population. Et puis, qu'est-ce qu'il en est sorti ? L'idée du président qui était à la hauteur. Il a dit il faut un Conseil national de la refondation, le CNR. CNR, en France, ça parle. CNR, c'est le Conseil national de la résistance qui a fondé la sécurité sociale. On s'est dit, et il avait raison, il faut refonder ce dont on a parlé tout à l'heure. Les maladies chroniques, la santé publique, dont on vient de parler avec la prévention. Et puis ça se termine par quoi ? Ça se termine par le doublement des franchises, de 1 euro à 2 euros la boîte. Ça se termine par une négociation de la convention pour passer de 26,5 euros la consultation à 30 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on continue. On a mis des rustines, c'est pas le Conseil de la refondation, c'est le Conseil national de la rustine. Donc là, c'est une occasion manquée, alors qu'on a vu la population se mobiliser autour de ces soignants et que c'était une occasion de dire, voilà, redéfinissons ce qu'est un service public de santé avec ces 2 dimensions où nous sommes carents, les maladies chroniques, la santé publique, c'est la santé des populations. On vient d'en parler pour le Nutri-Score, pour l'alcool, pour le tabac, qui sont en gros 70% des cas de cancer. Donc on assiste quand même à une épidémie liée en même temps au vieillissement de la population. Alors, quels sont les différents modes de rémunération d'un médecin aujourd'hui ? Parce qu'on est un peu perdu. Prenons le diabète. Vous pouvez dire, pour un patient suivi par son médecin traitant généraliste, ça va être, mettons, 100 ou 150 euros par an. Et puis, vous verrez les patients en fonction de leurs besoins. Celui-là va bien, il vous envoie ses examens par télémédecine, tout va bien, vous le voyez 1 fois par an. Celui-là, il faut le voir longtemps. Celui-là, il faut faire de l'éducation thérapeutique pour qu'il comprenne mieux son traitement. Vous allez disposer d'un forfait annuel que vous allez gérer avec votre malade.
en ayant un cahier des charges sur ce que doit avoir le malade dans l'année. Parce que chaque malade est très différent. Or, on fait revenir le malade pour faire le paiement à l'acte. Donc, c'est le paiement au patient. Hein. Alors ça, il y a une réticence des médecins à sortir de ce vieux modèle, au moins pour les maladies chroniques, de même pour les missions de santé publique. Pour les missions de santé publique, il ne faut pas seulement que les malades viennent en consultation, il faut aller vers les populations. Pour que les populations se vaccinent, il ne faut pas dire « venez à mon cabinet, ceux qui veulent » et ceux qui ne veulent pas. Comment on fait? Comment on les éduque? Comment on les prépare? Donc c'est une médecine qui se fait avec la communauté pour embarquer tout le monde. Hein, on a bien vu la vaccination dans les tom-toms, catastrophique. Bon, donc sur ça, notre médecine est inadaptée et on est très en retard. Pourquoi les médecins refusent de changer de modèle? Quels autres modèles et quelles autres solutions proposez-vous pour pallier au déficit? Il y a le paiement à l'acte, il y a le paiement à un forfait annuel pour les maladies chroniques, puis un paiement pour des missions, pour une période. Hein, vous avez une mission d'aller dépister dans un foyer de travailleurs, dans un quartier. Ben, c'est une mission. De même que dans les hôpitaux, il y a des missions d'enseignement. Là, vous êtes payé pour la mission. Donc, tout n'est pas un acte. Hein, et dans la maladie chronique, le paiement à l'acte, il est absurde parce que ça veut dire quoi? Il faut en fait revenir les gens pour payer l'acte. La tarification à l'activité de la même façon à l'hôpital. Refaites-les venir en hôpital 2 jours pour qu'ils passent la journée, alors qu'ils restent, en fait, ils ont besoin de peut-être que 1 heure ou 2 heures, mais ça fait rien pour faire rentrer de l'acte. Donc on est dans une logique commerciale comme une grande surface. Alors ça peut être adapté si vous dites la cataracte ambulatoire, bah c'est un acte. La séance de dialyse, bah c'est un acte, c'est à peu près standardisé. Mais tout ce qui est personnalisé, qui n'est pas standardisé, c'est absurde. Hein, et donc ça devient le mode de paiement qui détermine la pratique. Alors que l'inverse devrait être, c'est le paiement s'adapte à la pratique. La médecine des urgences, si vous faites des urgences, il faut des lits vides pour pouvoir accueillir les urgences. C'est comme si vous disiez, les pompiers, on les paye que quand il y a le feu. Ben non, il faut les payer en permanence. Donc les urgences, ça suppose d'avoir du personnel et des lits vides, pas indéfiniment, mais un quota qui vous permet de faire face. Or, on est rentré dans une logique, au contraire, il faut que tous les lits soient pleins dans l'hôpital, et ben donc les malades, ils sont sur les brancards aux urgences. Donc c'est absurde. Voilà, on a pris le modèle de la maladie aiguë ou le geste technique opératoire pour en faire un modèle universel. Non, ça marche bien pour la chirurgie ambulatoire, le canal carpien. Hein? Alors, le remplacement du paiement à l'acte par des forfaits annuels ou le salariat donc font partie de vos propositions, de vos solutions clés. Certains médecins craignent que cela puisse réduire leurs revenus et leur motivation. Comment répondez-vous à ces préoccupations et comment garantir que cette réforme n'entraînera pas une fuite des talents vers le privé ou l'étranger? D'abord, il y a une dichotomie très forte aujourd'hui entre le service public et la médecine libérale. Et dans la médecine libérale, on a d'un côté les médecins généralistes qui sont en secteur 1, au secteur conventionnel, et les spécialistes qui sont pour leur grande majorité en secteur 2 avec des honoraires libres. On a d'un côté, sur le milieu hospitalier, des travails d'équipe, et en libéral, on a souvent des médecins qui travaillent de manière solitaire, parfois en cabinet de groupe, mais assez solidaire. Notre vision pour la médecine de demain, c'est de dire il faut une médecine moderne qui ait une responsabilité populationnelle sur un territoire, et on veut aussi qu'il y ait en ville un travail d'équipe, avec des infirmières, des pharmaciens qui sont en première ligne, des psychologues, des orthophonistes, et qu'on s'interroge en équipe sur la santé des personnes et de la population du territoire. Et pour ça, nous pensons que le mode de rémunération ne peut pas être simplement l'acte, et il doit être essentiellement forfaitaire, voire salarié. Voilà, on est clair là-dessus, et on voudrait qu'on installe un service public de santé en milieu libéral qui travaille au tarif conventionnel et pour lequel l'accessibilité aux soins soit une réalité. Voilà, c'est ça notre modèle et qu'on essaye d'expliquer. Pour autant, on peut continuer, comme le disait André, sur des actes extrêmement standardisés, avoir une rémunération à l'acte, ça ne nous choque pas du tout. Mais sur le fond, on voudrait du salariat. On peut même ajouter qu'il faut avancer au volontariat. En gros, ceux qui veulent rester paiement à l'acte, qui restent paiement à l'acte. Bon, ils travaillent seuls, très peu en équipe, à cause de l'acte. Chacun défend son acte. Bon. Et puis les autres, on leur dit, est-ce que vous voulez un forfait? Est-ce que vous préférez avoir
le paiement à l'acte de 30 € la consultation et vous verrez les diabétiques à chaque fois avec 30 €, ou bien est-ce que vous voulez un forfait, mettons, de 150 € ou 120 € par an et vous ferez comme vous l'entendez. Et puis, ceux qui veulent rester à l'acte resteront à l'acte. La vraie question, c'est quel est le revenu des médecins qui ont 10 ans de formation dans l'échelle des revenus en France. Si on sous-paye les médecins, ils partiront. S'ils considèrent qu'ils sont payés par rapport à leur travail correctement, ils resteront. Donc c'est ça la vraie question que vous posez. C'est-à-dire, un médecin qui est en secteur 1 ou salarié, quel revenu il doit avoir par rapport à l'infirmière, par rapport à l'enseignant, par rapport à l'ingénieur. Aujourd'hui, on est dans une disparité énorme. Entre le généraliste et le radiothérapeute, ça va de 1 à 5 les salaires. Entre le chirurgien et le médecin généraliste, c'est 1 à 2 ou 1 à 3. Ça ne va pas au sein même de la profession médicale. Ça ne va pas. En Allemagne, un médecin généraliste gagne comme un chirurgien. En France, on paye l'acte. On ne paye pas la prise en charge du patient, la prévention. Le médecin généraliste qui soigne bien son diabétique, il va éviter que son malade il aille en dialyse. C'est utile pour le malade, c'est utile pour la société. Donc, on dit, oui, mais il n'a pas d'acte. Bon, alors en France, on paye l'acte. Donc, ça, c'est vraiment une refonte. Et l'inégalité, elle existe au sein même. Alors, regardons un peu ce qui se passe en Allemagne. L'échelle des salaires et des revenus est beaucoup moins élevée. Pourquoi les chirurgiens ils quittent l'hôpital? Parce qu'ils gagnent 2 fois plus en ville. Vous ne pouvez pas demander... Alors, en plus, vous avez le même modèle. On a dit que l'hôpital doit travailler comme les cliniques. Je préfère l'original à ce moment-là. Il n'y a pas les urgences, les conditions de travail sont meilleures et je gagne plus. Je quitte l'hôpital et je vais... Mais qui est-ce qui forme? Qui est-ce qui reçoit tous les malades, quel qu'il soit leur statut social? C'est l'hôpital, c'est normal. C'est un service public. Donc, tout ça, c'est vraiment une refonte importante à avoir. Sachant que les médecins, la formation des médecins est payée par la société. Et qu'on a un principe républicain qui est face à la maladie, on pense que les citoyens sont égaux face à la maladie et à la mort et que c'est la solidarité qui doit jouer. Mais du coup, les gaspillages ne sont pas éthiques. Donc là, on a un vrai débat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui régule la santé? C'est d'abord des principes éthiques ou d'abord le marché? Ça, c'est un choix énorme. Si on dit que c'est des principes éthiques, on va dire que le gaspillage n'est pas acceptable. Si c'est le marché, le gaspillage, il est utile. Bon, il n'y a pas de problème, du moment que vous trouvez un client. Donc ça, c'est très important. Et donc derrière, il y a un débat en France très important qui n'est pas vraiment mené, celui de la pertinence des soins. Est-ce que ce que je fais est justifié? Ce malade, je pourrais le voir dans 6 mois. Pourquoi je le fais revenir dans 2 mois? Alors, la Covid-19 a affecté la santé mentale des Français. La psychiatrie est souvent qualifiée de parent pauvre de la médecine. Pourquoi la santé mentale est-elle si négligée dans notre système de santé? Et c'est pas récent, en plus, ça date pas du Covid, ça a toujours été. Oui, ça n'a pas toujours été. Ça a été le cas terriblement lors de la Seconde Guerre mondiale, quand en 1945, on a revu les asiles. On a trouvé des patients en maladie mentale qui étaient hospitalisés dans un état qui est comparable de ceux des camps de concentration, dénuerie et mourants. Et ça a été un sursaut fantastique à ce moment-là pour créer une autre psychiatrie qui était la psychiatrie de secteur, ville et hôpital, et qui était un modèle. Bon. Et ça a dépéri. Pourquoi? Ça a dépéri parce que progressivement, comme on le disait tout à l'heure, cette vision de la maladie aiguë et de la maladie technicienne s'est imposée. Donc la psychiatrie, évidemment, qui n'est ni technique ni une maladie aiguë, a été reléguée. Alors elle a été d'autant plus reléguée que en 2008, quand on fait passer toute la tarification d'activité, quand arrive l'idée de l'hôpital est une entreprise comme les autres, c'est ce qu'on dit à l'époque. Le médecin est devenu un ingénieur, la médecine est devenue industrielle. Alors on fait tout rentrer dans ce modèle, disons tarification d'activité, paiement à l'acte, sauf que la psychiatrie n'arrive pas à rentrer. Donc on la laisse en dehors. On dit la psychiatrie va avoir une dotation, ce qui est bien, mais une dotation minable. Quand nous, notre budget va augmenter insuffisamment de 2,3% en moyenne, quand les besoins augmentent de 4 à 4,5%, eux, ils vont augmenter de 1,5%. Ils seront étranglés. Donc la psychiatrie française a été, depuis 2010, de manière continue, étranglée, avec un seul modèle totalement inadapté, qui est la maladie aiguë, bénigne, qui termine par une guérison. Ce n'est pas le cas et les gestes techniques. Donc ça a été ce modèle horrible qui fait que les enfants autistes, ils quittaient la France pour être suivis en Belgique. Et la pédopsychiatrie est dans un état sinistré. Mais c'est lié très directement à cette idée que la médecine devient industrielle. Un ancien directeur général de la santé, Jean de Carvazoué, écrit dans son Que sais-je sur l'hôpital en 2004,
Le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. Voilà, ce modèle-là, la psychiatrie ne pouvait pas obtenir. Je complète sur l'histoire que vient de souligner André. Il y avait aussi la volonté de sortir des asiles, et c'était, je pense, une bonne chose, de sortir les malades de l'hôpital. En plus, ils étaient très loin de chez eux, et de les soigner au plus près du domicile. Et donc, on a eu une politique de fermeture de lits considérable, et à l'époque, sur une dizaine d'années, on a fermé jusqu'à 70 000 lits. Faut imaginer ce que c'est considérable. Mais il y a quelque chose qui a été oublié dans la politique de secteur, c'est qu'il fallait transférer des moyens aux services de psychiatrie ambulatoire, les centres médico-psychologiques, de manière à ce qu'ils puissent assurer la prise en charge au plus près du domicile de tous ces malades mentaux qui étaient sortis de l'hôpital. Et on ne l'a pas fait. Et donc, on a eu une régression de la prise en charge psychiatrique. Puis, il y a un autre phénomène qui est quand même très important, qu'il faut souligner, c'est la dichotomie entre psychiatrie et santé mentale. Avec la santé mentale, tout d'un coup, on s'est mis à penser au bien-être de la population. Et au mal-être de la population. Et ce mal-être, il est réel, parce que les conditions de vie sont difficiles, parce que les conditions de logement sont complexes, parce que les trajets sont extrêmement importants. Et du coup, on n'arrivait plus à nommer les malades psychiatriques, et on s'est commencé à s'intéresser à l'état mental de la population, avec une montée en puissance de la dépression, des troubles anxieux qu'il fallait prendre en charge. Oui, mais les malades, ils ont aussi besoin de soins. Donc, à la fois, il faut travailler sur la question de la santé mentale, et on voit bien aujourd'hui à quel point les jeunes, et notamment après le Covid, sont désorientés, et pour lequel il faut faire quelque chose, mais ça, c'est pas forcément de l'ordre de la psychiatrie, c'est de l'ordre de la société d'une manière générale, avec tous les déterminants sociaux qui doivent être pris en compte, mais par ailleurs, il faut aussi avoir une politique de soutien de la psychiatrie, parce que les malades, ils sont là, et qu'ils ont besoin d'avoir des médecins pour être pris en charge. Alors, comment la société peut pallier, effectivement, à la douleur de nos jeunes actuellement, au désordre? Il n'y a pas que les jeunes, au niveau de la population aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on fait de moins en moins société. C'est développé beaucoup l'idée de l'individualisme, de la société de consommation, où vous êtes un consommateur et non pas une équipe qui travaille ensemble, qui produit ensemble, qui avance ensemble. Vous êtes un consommateur. Et puis vous devez être performant, avec une gestion contraignante qui est par le nombre et par la norme. Combien vous voyez de malades dans l'année? Combien de temps? Pour être rentable, un malade qui a le sida, il ne faut pas qu'il soit vu plus de 15 minutes. On a commencé à enregistrer. Et on a transformé la gestion en numérique. On ne dit plus qu'il y a une infirmière, on dit qu'il y a un équivalent temps plein. Ça entraîne dans la société des conséquences. Cet individualisme va entraîner des pathologies. Et la performance aussi. Et c'est quoi ces deux pathologies qui dominent le siècle? C'est la dépression, je suis incapable, j'y arrive pas, je vaux rien. Et d'autre part, les addictions. Toujours plus. Toujours plus. L'être humain est un être profondément addictif. Et les sociétés de production ont compris ça. Et on voit l'addiction sur les écrans, l'addiction sur la nourriture, l'addiction sur la déconsommation de produits toxiques. Et l'espérance de vie aux USA, la première puissance mondiale, l'espérance de vie de l'ensemble de la population, diminue par deux facteurs. 1, l'obésité massive. 2, les overdoses. Et en France, on est rentré aussi dans le problème de la drogue. Donc, c'est des pathologies du siècle. Ce n'est pas les pathologies du siècle précédent. Alors, on l'a vu là encore, paradoxalement, au moment du Covid, on refaisait société. S'occuper des voisins, s'occuper de la dame qui ne peut pas faire ses courses. Il y avait un début de mobilisation d'équipes mobiles pour aider. Et puis, dès qu'on a eu les vaccins, on est revenu au modèle individualiste, consommateur. Typiquement, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'industrie pharmaceutique. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu de levée du brevet pour faire du vaccin un bien universel, mais qu'on en ait fait une affaire commerciale négociée à des tarifs différents en Angleterre, en Israël, en Europe, avec un secret commercial derrière. Bon, le business a repris as usual. Et bien là, en gros, on va dans le mur. Et ça, vous soulevez un problème plus fondamental, qui est on a une planète qui a des biens finis, et on est dans une logique de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et bien ça va casser. Cette histoire va casser. Elle casse sur le plan écologique, mais sur le plan hospitalier, elle a aussi cassé. Parce qu'on était tarification d'activité, faites marcher la tarification. Et puis on vous baisse les tarifs, puis à un moment, ça casse. Et l'hôpital, il a cassé en 2017 dans ce petit jeu-là. Et la société, elle est prise dans ce système qui est le toujours plus.
et en avant pour une consommation avec des inégalités croissantes, alors que les moyens sont limités. Il faut revenir à une société solidaire. Alors, comment le corporatisme des syndicats médico-libéraux bloque les avancées vers une formation continue indépendante des soignants et la collaboration que vous proposez? C'est une vieille histoire qui remonte à très loin. C'est-à-dire que la médecine libérale, formée par les facultés, a toujours eu peur de perdre sa liberté. Il y en a une qui est indispensable, qui est une liberté professionnelle. C'est-à-dire, je prescris en fonction de l'intérêt du malade, sans autre considérant. Ça a évolué avec le temps, parce que ma prescription, elle n'est pas seulement selon mes connaissances et mon expérience. Maintenant, elle doit répondre à des critères scientifiques. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dois justifier mes prescriptions. Mais je dois être indépendant de l'industrie. Je ne prescris pas un médicament parce que j'ai vu, je dois être indépendant de l'État. Je ne veux pas qu'un gouvernement politique, de gauche ou de droite, change ce que vont être les prescriptions médicales. Donc, quelque part, c'est un bien commun. Hein. Alors, c'est un idéal. Ça a été le côté éthique de la médecine libérale. L'autre côté, ça a été mes intérêts professionnels contre l'intérêt commun qui n'est pas le... Alors, après, on fait des grandes déclarations de l'intérêt général, mais en fait, je défends mon intérêt. Alors, cette médecine libérale, elle a commencé ça remonte à très loin, à s'opposer au moment de la Révolution à l'existence d'officiers de santé. Dans les quartiers pauvres, il n'y avait pas de médecins. Donc, la Révolution a créé des officiers de santé. On dirait aujourd'hui peut-être des infirmières de pratique avancée qui pouvaient soigner les populations pauvres. Les médecins n'ont eu de cesse d'obtenir la suppression des officiers de santé. Et c'est resté très important. Et ça reste dans l'idée qu'on ne veut pas déléguer aux paramédicaux des actes médicaux. Donc les paramédicaux, c'est 2015, quoi? C'est pharmacie, infirmière, c'est kinésithérapeute, c'est orthophoniste, c'est... Par exemple, jusqu'en 2015... C'est pas pharmacien. C'est pas pharmacien, mais de fait, c'est le même problème de la délégation des tâches. Ouais. C'est-à-dire que de fait, ils ont un rôle médical, ils ont dévié beaucoup pendant tout un temps vers un rôle très commercial. Ouais. Et dans le Covid, on a vu leur rôle de professionnels de santé. Ils ont vacciné. Et jusqu'en 2015, les syndicats de médecins libéraux se vantaient d'avoir obtenu que la vaccination soit interdite chez les pharmaciens. C'est le Covid qui a fait, c'est le virus qui a fait sauter cette barrière. Alors vous continuez, 45, la Sécurité sociale, les médecins libéraux, non pas les médecins de terrain, les syndicats de médecins libéraux sont contre la Sécurité sociale parce qu'ils sont attachés au paiement direct du malade au médecin, qu'on va négocier selon un principe issu du catholicisme, qui est je verrai en fonction de taxes et mesures, en fonction des moyens du patient. Gratuit pour l'indigent, cher pour le riche. Une vision charitable de la santé, qui était un principe éthique, mais qui aujourd'hui est complètement... Comment vous savez que le malade il est pauvre s'il a des trous à ses jeans? Mais c'est très, très à la mode, les trous dans les jeans. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, le tact et la mesure, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Hein. Donc, on est rattaché à ça. Donc, créer la Sécu qui crée des tarifs. Donc, les médecins libéraux s'y opposent. La première convention nationale entre les syndicats libéraux, le grand syndicat de l'époque, qui était la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, et la Sécu date de 1971. Ensuite arrive la grande réforme de 58, réforme menée par Robert Debré, gaulliste, père du Premier ministre, qui crée le plein temps hospitalier. Les médecins libéraux, les syndicats médecins libéraux hurlent à la fonctionnalisation. On veut nous fonctionnariser, c'est hyper violent. Ils s'y opposent. Et ça passe avec Robert Debré et puis des jeunes médecins qui poussent, grâce au général de Gaulle, et aux ordonnances, parce qu'à l'époque, c'est la guerre d'Algérie, on légifère par ordonnance. Ça n'aurait jamais été voté par le Parlement. Pareil, les progrès liés à la suite de 68, avec en 70 le service public hospitalier, en 71, donc la première convention, tout ça c'est lié au mouvement puissant qu'a été 68. Il y en a marre du médecin tout-puissant. Nous aussi, on existe, des infirmières, mais autonomes, et les malades ne sont pas infantilisés. Bon, c'est le début du changement qui aboutira avec le sida à la loi de 2002 qu'on évoluait. Donc, il y a un corporatisme médical qui est frileux, qui a peur et qui croit que se défendre comment par le refus. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des médecins qui sont une dimension sociale, qui veulent faire de la médecine communautaire. Robert Debré, grand mandarin, qui va créer le plein temps hospitalier. Il y a aussi le fait que, forcément, on ne fait pas ce métier pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même, on l'a vu dans le Covid, tous les médecins, y compris des cliniques privées, sont montés sur le pont
pour soigner la population. Mais c'est une corporation qui se sent agressée, qui est en permanence en train de défendre ses intérêts. Et avec certains qui vont d'ailleurs faire du business. On peut dire qu'il y a un côté médecine business. On l'a vu aussi pendant le Covid. Évidemment. Ça tient au fait, encore une fois, qu'on aurait dû avoir une cogestion. Ça impliquait les médecins dans la gestion d'un bien public. On dépense quand même 11,2% du produit intérieur brut pour la santé. L'Allemagne, 11,7%. Les Américains, 17%. C'est une business. On dépense beaucoup, comme les pays riches. Hein. En euros ou en dollars par habitant, on est 7e. Bon. On devrait dépenser mieux. Pour ça, il faut mettre tout le monde autour de la table pour prendre des décisions. Pas l'État d'un côté contre les malades, les médecins contre les malades contre les médecins. Il faut mettre tout le monde autour de la table, dire qu'est-ce qui est important, la dialyse, comment on fait, et les malades, ils ont leur mot à dire parce qu'ils veulent pouvoir choisir leur mode de dialyse. À domicile ou en centre ? En dialyse péritonéale ou pas, etc. Voilà, on a ce défaut de notre système de santé qui, encore une fois, était très bon dans les maladies aiguës, qui aujourd'hui n'est pas adapté à la santé publique et aux maladies chroniques. En matière de politique de santé, notre pays connaît un formidable paradoxe. Alors que nous sortons d'une pandémie ayant affecté l'ensemble de la société et que notre système de santé vit une crise profonde et durable, nous ne parvenons pas à avoir un grand débat sur la santé. Le président de la République, face à la crise du Covid-19, avait appelé en avril 2020 à nous réinventer, moi le premier, notamment en sortant des sentiers battus et des idéologies. En septembre 2022, Emmanuel Macron annonçait la nécessaire refondation de notre système de santé et la création d'un Conseil national de la refondation, un nouveau CNR, tambour et trompette, reprenant le cycle du Conseil national de la résistance constitué en 1943 par Jean Moulin. Peut-être faudrait-il s'adresser prioritairement à la population, usagée d'aujourd'hui ou de demain, en partant de ces préoccupations que plus personne ne peut ignorer. La pénurie des médecins, la pénurie d'infirmières, la pénurie de lits et la pénurie de médicaments. François Bourdillon, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait du livre coécrit avec André Grimaldi. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait tous les deux ? Parce que nous considérons que le débat est confisqué, alors qu'il a été annoncé avec un Conseil national de la refondation. D'ailleurs, notre démarche, elle a été de contribuer à cette refondation. Et après avoir réuni de manière très décloisonnée toute une série de collègues, des libéraux, des hospitaliers, des médecins de centre de santé, des médecins de santé publique, on a fait toute une série de propositions à travers un collectif qu'on appelle le CPPRS, propositions qui ont été publiées par Terra Nova, le think tank, et on tient d'ailleurs à les remercier. Et à l'issue de ce travail de réflexion collective, très transpartisan, nous avons voulu, André et moi, écrire ce livre de manière fluide, en choisissant la question des préoccupations des Français, en proposant des questions et des réponses très concrètes, de manière à faire en sorte que peut-être le débat, un jour, démarre dans notre pays. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais rien, c'est que une autre politique de santé est nécessaire, mais elle est aussi possible. C'est-à-dire, dans les sommes que nous dépensons, nous pouvons faire beaucoup mieux. Dans ce livre, il y a aussi la pertinence des soins, comment on pourrait... On a des gaspillages fantastiques. Par exemple, on est les seuls à avoir une double gestion pour chaque soin. Une par l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, l'autre par les complémentaires. Ce qui fait que en gestion de la santé, en coût de gestion de la santé, on est deuxième, après les Américains. Alors que pour le paiement des infirmières, on était, avant le Ségur, on était 26e sur 32 pays de l'OCDE. Oui, donc, sur le salaire. Il y a oui, pour le salaire des infirmières, le revenu des infirmières. Hein, on était en 26e position, mais par contre, en dépenses frais de gestion du système, on est deuxième. On dépense le double de la moyenne de l'OCDE. Donc, nous, on pensait qu'on avait un grand débat de refondation. Eh ben, on n'a pas eu de débat et on a des petites mesures. Comment expliquez-vous ce manque de débat en France aujourd'hui ? C'est quand même dingue. On n'a pas pu débattre sur le Covid et sur la pertinence du confinement et du conflit générationnel. À un moment donné, on a monté les générations les unes contre les autres.
et on a refusé de questionner la pertinence de confiner les jeunes pour protéger les plus âgés. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? Le contraire, pourquoi la question, on l'a refusée ? Moi, ça m'interroge. En tout cas, je vous pose la question. Quel est votre sentiment ? Le sentiment, c'est que quand on est face à une crise, pour un individu comme pour une société, il y a deux impératifs. 1, comprendre. 2, agir. Or, là, on a raté sur les deux plans. Comprendre, on a eu tout et n'importe quoi. On aurait dû avoir l'occasion d'une éducation à la santé. Les gens, qu'est-ce que c'est qu'une étude randomisée ? On a eu l'affaire Didier Raoult. Il faut expliquer ce que c'est qu'une étude, comment on dit qu'une hypothèse n'est pas une conclusion, on peut avoir une hypothèse, comment elle se teste l'hypothèse, parce que plein de grands savants, comme lui, tombent amoureux de leur hypothèse et ils croient qu'ils n'ont pas besoin de démontrer que c'est vrai. Bon, c'est quoi une vérité scientifique ? C'est quoi une croyance ? Tout ça n'a pas été... Donc la société a été prise au dépourvu, d'où le complotisme d'ailleurs, d'où les explications multiples. Hein ? Et on a vu d'ailleurs, il faut le dire, des horreurs, comme évidemment, quand il y a un drame, c'est les étrangers qui sont la bouc émissaire, les juifs, c'est bienvenu. Hein ? Et 2, agir. On a essayé de créer des équipes mobiles pour aider, comme vous parlez du confinement, c'est pas possible pour tout le monde. Comment ça se fait que le département le plus jeune de France a eu le plus de morts du Covid ? Alors que c'est une maladie qui a été mortelle surtout pour les gens plus âgés. Hein ? Le 93, département le plus jeune, a eu le plus de morts. Comment vous expliquez ça ? On l'explique parce que quand vous vivez à nombreux dans un petit appartement, quand vous êtes dans les métiers de première ligne, comme on dit, vous êtes exposé beaucoup plus au virus. Et si vous êtes obèse et si vous avez des maladies chroniques, l'obésité et le diabète, c'est un facteur de risque. Donc là, vous aviez une triple épidémie, une syndémie, population la plus pauvre, population la plus touchée par les maladies chroniques et population touchée par le virus. Donc ça fait des réflexions de santé publique. Ça veut dire y compris que le vaccin ne doit pas être donné seulement en fonction de l'âge, mais en fonction des conditions sociales. On ne distribue pas le vaccin plus pour les gens âgés, mais aussi en tenant compte des conditions sociales des personnes. Bon, donc tout ça, c'est des grandes leçons qui n'ont pas été vraiment débattues. On n'a pas mobilisé les populations pour aider, ce qui se fait plus facilement dans certains pays qui sont habitués aux crises. En gros, nous, on a été assez bons, on va dire, quand on a eu le vaccin. On n'a pas été bons du tout avant, mais parce que notre société n'était pas prête. Les sociétés qui affrontent les crises, elles savent se préparer et agir. La Corée du Sud, qui a payé 0 virus, ou la circulation, ils étaient très bons avant d'avoir le vaccin, ou l'Australie. Puis après, quand il y a eu le vaccin, nous, on était meilleurs. Les Américains ont été nuls avant le vaccin. Donc, toutes ces leçons devraient être tirées, parce que si on rentre dans la période des crises, il y aura d'autres crises. Or, franchement, je ne pense pas qu'on a tiré les leçons de cette crise. Ne serait-ce que sur le port du masque. Moi, j'ai toujours dit que c'est très intéressant. Pendant l'épidémie de Covid, on a eu 0 grippe. Et donc, très clairement, le port du masque et en partie le confinement a cassé la circulation du virus. Alors, la grippe, c'est pas une grippette. La grippe, ça tue entre 8 000 et 15 000 personnes tous les ans. Et on le sait très bien. Et alors moi, à un moment, j'ai rêvé que chaque hiver, les gens qui ont des syndromes grippaux restent chez eux, ou portent des masques lorsqu'ils vont dans les transports en commun, ou s'isolent en fonction du risque qu'ils pensent pouvoir prendre pour les autres, donc avec une certaine forme d'altruisme. Et je constatais que maintenant, 2 ans après l'épidémie de Covid, l'histoire du masque est complètement oubliée. Il y a quelques personnes dans le métro qui en portent encore, probablement pour des raisons personnelles, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas tiré les leçons du port du masque pour lutter contre le Covid qui existe encore, mais aussi pour diminuer les autres maladies à transmission aérienne comme la grippe. Alors, vous avez un passage édifiant dans votre livre où vous racontez la tarification des médicaments et notamment du vaccin. Si vous pouviez expliquer comment se construisent les prix des médicaments en France et en Europe. J'ai vu qu'il y avait des différences de prix qui étaient assez dingues entre, par exemple, l'Europe, les États-Unis et l'Égypte, l'Afrique. Sur un médicament, vous donnez l'exemple d'un médicament qui traite l'hépatite C. Oui, ça a été un tournant. En gros, au tournant du siècle, l'industrie pharmaceutique s'est d'abord très concentrée à l'échelle mondiale. Maintenant, c'est les big pharma. C'est en gros une vingtaine de big pharma qui sont des multinationales.
ont réussi à imposer l'idée suivante, c'est que le prix d'un médicament, c'est plus le coût de la recherche et du développement, avec plein de produits qui n'arrivent pas à aboutir, donc ça a un coût. Ça va être un coût calculé sur l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire le bénéfice. Alors, vous trouvez un médicament qui guérit l'hépatite C. Donc, vous ne dites pas combien ça nous a coûté en recherche et en développement pour vérifier que c'est un médicament sûr, efficace et pas dangereux. Vous dites, ce médicament, il va éviter les cirrhoses du foie. Il va éviter les cancers du foie. Il va éviter les anastomoses portogales, la chirurgie, enfin bref. Donc, il va vous faire gagner beaucoup d'argent puisque vous n'avez plus dépensé tout ça. Donc, on va calculer son prix sur... C'est exactement comme si vous disiez, je fais venir le plombier, je le paye non pas en fonction du déplacement et puis du temps qu'il a mis à remplacer le joint, je le paye en fonction de ce qu'aurait été le coût de la fuite d'eau pendant 10 ans ou 20 ans. Il m'a fait économiser une somme considérable. C'est phénoménal, un jackpot. Imaginez alors du coup que vaut l'insuline, qui à l'époque, quand elle a été découverte, les 2 jeunes médecins qui découvrent l'insuline font le don de leur découverte pour un dollar symbolique. Imaginez ce que devrait coûter la pénicilline, les antituberculeux. Et si vous dites qu'une vie, ça vaut une année de vie, ça vaut $50 000, alors vous évitez la mort, mais alors, c'est le jackpot. Donc aujourd'hui, il y a des traitements. Alors le traitement dont vous parlez, il valait pour une cure de traitement $81 000 aux USA, 41 000 € en France, 700 € en Égypte. Ouais, 220 € en Égypte. 220 €, c'était le prix, moins de 200 € à produire. Ouais. Donc le Big Pharma, qui est multinational, négocie en fonction de ce qu'il pense que l'autre va payer. Et puis le marché français, ils se sont dit, en Égypte, on va faire un bon prix, puisqu'il y a des millions et des millions de patients qui sont touchés, on va gagner. En France, on négocie, puis on négocie en partie secret sous la table, on ne sait pas très bien quel est le vrai prix. En gros, ils dictent leur loi. De même pour le vaccin. Le prix n'a pas été le même en Europe, en Israël, etc. On est au plus offrant, qui on sert le premier. Bon, quand c'est des médicaments vitaux, comme le cas de l'hépatite C, comme le cas du vaccin, vous dites c'est inadmissible. C'est un bien mondial. Il faut certes que le travail soit rémunéré. S'il y a des actionnaires, ça doit être raisonnable, mais ça ne peut pas être le jackpot qui est qu'il y ait certains médicaments ou une injection, les Carticel, c'est 400 000 € pour une injection. Mais là, vous faites sauter la Sécu. Ou alors, vous commencez le rationnement. Vous dites, on va sélectionner quelques patients. Ce qu'on a commencé pour la première fois en France avec l'hépatite C. On ne va pas donner le médicament à tout le monde. Mais il y a un sujet de pénurie aujourd'hui de médicaments. Et là, vous êtes... Alors ça, c'est encore chose de la pénurie. C'est lié au fait que les médicaments qui sont tombés dans le domaine public après 20 ans sont jugés pas rentables, pas assez rentables par l'industrie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils délocalisent. Ils font produire en Inde ou en Chine, où la main-d'œuvre est moins chère, où les critères sociaux et écologiques sont moins chers. Et puis, ça devient une chaîne de production. Évidemment, dès qu'il y a un blocage dans la chaîne, on est en pénurie. Et quand ils réapparaissent, on sert d'abord ceux qui payent plus cher. Les Allemands ont dit, nous, on va payer plus cher. Les Français s'y sont mis pour l'amoxicilline. On va payer plus cher. Comme ça, on passera avant les Italiens. Et puis après, chacun va se rattraper. Donc, c'est l'industrie pharmaceutique qui mène la loi. Et le marché français coûte pas grand cher à côté du marché chinois et du marché américain. Si les Français en veulent pas, tant pis pour vous, vous l'aurez pas. Alors comment on fait contrepoids ? Ça, c'est une réponse typiquement qui devrait être à l'échelle de l'Europe, qui devrait être discutée, par exemple, dans la discussion européenne. La réponse, elle doit être européenne. Est-ce qu'il y a une conscience européenne là-dessus ? Il y a des buts, vous avez vu sur le vaccin un petit peu, mais typiquement la limite. Vous avez bien vu que sur les vaccins, on les a achetés ensemble. Bonne chose. Donc on a pu négocier, très bien. Mais on n'a pas discuté ensemble de s'il y a des effets secondaires, qu'est-ce qu'on fait ? Quand il y a eu l'AstraZeneca, on a dit il y a des thromboses, des accidents vasculaires. Tout d'un coup, Angela Merkel dit nous on stoppe le vaccin. Les Belges disent nous on continue le vaccin. Et puis c'est le président Macron qui dit qu'il faut continuer. Enfin, on se demande pourquoi le président de la Russie qui sait qu'il faut continuer ou pas. Puis après on reprend. Bon, tout ça est à côté. Donc il n'y a pas une politique de santé européenne. Il y a une politique d'achat. Il n'y a pas de compétence européenne. Il devrait y avoir, quand on achète en commun un vaccin, on devrait discuter ensemble. Quelle est la politique qu'on va avoir pour l'utilisation de ce vaccin ? Bon, là, ça a été, tout le monde a vu que la Belgique, eux, ils continuaient, la France, on a suspendu, enfin bon. Alors, on a bien vu aussi pour la levée du brevet. Angela Merkel est contre, parce que chacun défend son industrie. Alors, elle est contre. Biden était pour. Et notre président, il a fait je suis pour avec Biden, puis après, je suis pour avec Angela Merkel. Enfin bon, il y a besoin, face à l'industrie pharmaceutique, il y a besoin de peser à l'échelle d'un continent. Le rapport de force, il est à ce niveau-là.
Et puis, pour ce qui est des médicaments tombés dans le domaine public, il faut qu'on ait un établissement public qui dit, pour les anticancéreux, les médicaments vitaux, pas pour les médicaments courants, les médicaments vitaux, il y a un établissement public qui assure qu'on ait des stocks, qui permet d'empêcher la rupture d'excédent. Et puis ça aussi, cette entreprise publique peut être française ou plurinationale, et puis il y aura d'autres pays pour qu'il y ait une souveraineté européenne, qu'on n'est pas en panne comme on a vu tout d'un coup pour le paracétamol, on ne pouvait plus en produire. Et là, vous avez vu que Sanofi trouve que c'est pas assez rentable, il laisse tomber, alors qu'il y a eu une conférence de presse avec le président de la République pour dire que Sanofi allait en prescrire. Puis maintenant, c'est une entreprise qui va être montée à Grenoble. Donc on est là, victime du marché. L'inverse de ce que dit le diagnostic très bon, fait par le président Macron, il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché. On peut rajouter là-dessus que ce qui s'est passé en Europe s'est passé aux États-Unis et que les établissements de santé américains se sont mis ensemble pour créer une industrie publique du médicament, Civica, de manière à lutter contre les pénuries de médicaments. Alors on a un vrai savoir-faire en France sur la création de médicaments, parce qu'on a du façonnage, on a des très bons chimistes, et nous on propose qu'on fasse, au moins pour les anticancéreux, des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en France, et on pourrait imaginer que d'autres pays européens aillent sur d'autres segments, de manière à l'échelon européen, retrouver une souveraineté et faire en sorte que, à travers une industrie publique du médicament, on lutte contre les pénuries, dont je rappelle qu'il y en a eu 5000 l'année dernière. Alors, on apprend que la mise sur le marché de médicaments, les études de phase 4 dites de vraie vie, vous parliez tout à l'heure, sont actuellement gérées par les industriels. Quelles questions éthiques cela soulève-t-il, eu égard aux différents scandales sanitaires avec... alors, on a eu l'histoire entre le vaccin du Covid avec Angela Merkel, mais on a aussi plus récemment les anxiolytiques aux États-Unis et le Mediator. Oui, le Mediator. Aux États-Unis, c'est le scandale des antalgiques, du fentanyl, qui crée une dépendance, qui sont des dérivés de la morphine, qui crée une dépendance et qui a créé des overdoses. Non, les phases 4, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que quand le médicament est commercialisé, il est commercialisé sur des études sérieuses, comparatives, avec tirage au sort, pour voir, s'il est efficace et s'il apparaît sûr, sans effet secondaire. Mais ces études ont lieu sur un nombre de patients important, mais pas infini. Sur des milliers de patients, mais pas sur des centaines de milliers de patients. Donc une fois qu'ils sont commercialisés, il faut que les médicaments nouveaux soient encore surveillés. Parce que vous pouvez avoir des événements très rares, mais très graves, qu'on a mal vus, pas vus initialement. Autre chose est l'affaire du Mediator. L'affaire du Mediator, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire crapuleuse, point. C'est un médicament qui devient toxique et l'industrie cache sa toxicité alors qu'elle est connue. Mais justement, il y a une porosité entre l'État et les labos. C'est quand même dingue de savoir que... C'était typiquement parce que c'était un labo français, qui n'est pas en bourse d'ailleurs, et qui saupoudrait, et qui était couvert par le gouvernement avec des prix qui étaient supérieurs. C'est typiquement lié à la concurrence. On défend l'industrie française. Et en l'occurrence, sans transparence. Et donc, avec derrière de vraies complicités. Il y a un jugement d'ailleurs qui juge ça. C'est une activité mafieuse. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va surveiller typiquement les vaccins. On en a besoin. Après les premières études, on les met en route, mais on dit ils restent sous surveillance en permanence. Et ça, il faut que ce soit évidemment sous contrôle public, pas sous contrôle du laboratoire. De manière indépendante. Ça peut être financé par le laboratoire qui empoche l'argent de la vente, mais c'est sous contrôle public de manière indépendante, parce qu'il n'y a pas seulement la toxicité qu'il faut voir comment c'est utilisé en pratique. Est-ce qu'il est bien prescrit? Est-ce qu'il est bien observé? Quelle est son efficacité? Non pas entre les études sur les malades sélectionnés, mais dans la vie courante, quelle est la réelle efficacité? Donc ces études dites phase 4 doivent être des études importantes, financées par l'industrie, mais organisées sous l'autorité, les autorités publiques indépendantes. Alors parfois ça se fait, mais très minoritairement. Donc il faudrait que ça se fasse régulièrement. Et ça, c'est une condition pour que les patients aient une confiance à la sécurité. Il faut quand même savoir qu'en France, on a lié à ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire aux effets secondaires des médicaments, qui sont en partie inévitables. Mais il y a 200 000 hospitalisations par an, 10 000 morts dues aux effets secondaires des médicaments. On estime, à partir d'enquêtes, qu'au moins un tiers serait évitable.
Tout n'est pas évitable. Vous prenez des anticancéreux, c'est des médicaments puissants pour tuer le cancer, mais qui ont des effets secondaires. Mais un tiers serait évitable. Donc ça, c'est la sécurité des médicaments, c'est une vraie politique autonome, indépendante de l'industrie, qui doit être menée et qui fait partie d'ailleurs de ce principe éthique qui est le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité. Alors, quel rôle jouent les laboratoires dans la formation des soignants, notamment des médecins ? Trop. La réponse, c'est trop. C'est-à-dire quand ils font une formation, ce qui les intéresse, ce n'est pas la formation en général. Ce qui les intéresse, c'est la formation autour de leur nouveau produit. Donc, lorsqu'ils ont un nouveau produit, ils montent en place des symposiums qui sont scientifiquement intéressants. Donc, les médecins y vont. Mais évidemment, derrière, c'est l'occasion de tisser des liens et d'expliquer qu'il faut vendre et il faut prescrire le nouveau produit. Et puis créer des maladies. Bon. Alors ça, éventuellement. Mais alors ça, on a quelques-uns qui créent le médicament pour créer la maladie. Mais là, on est souvent dans les jambes sans repos, le bien-être, et on a une pilule. En gros, ce que vous dites, ça renvoie au début de notre entretien sur la réduction du nombre de médecins. D'ailleurs, l'idée c'est l'offre de soins qui crée la demande. C'est-à-dire, c'est le médecin qui crée le malade. Alors on dit, c'est idiot quand même comme idée. Pas complètement. C'est l'idée que dans chaque médecin, il y a un docteur Knock qui peut, en gros, comment on passe de bien portant à malade, rencontrez donc un médecin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le médecin ? Il vous fait, vous êtes une femme, vous avez plus de 40 ans, on va vous faire une échographie de la thyroïde. Vous n'êtes pas contre ? Non. On va trouver des petits nodules. Le petit nodule, si c'était un cancer, alors vous voilà, dès qu'on vous trouve ou que vous croyez malade, vous avez une maladie qui s'appelle l'angoisse. Vous dites, il y a un petit nodule. Donc, on va peut-être l'enlever, ce petit nodule. Oui, si c'était un cancer. C'est comme ça qu'en France, on opérait, heureusement ça a changé récemment, mais on opérait 2/3 des nodules sans avoir fait de ponction pour savoir si c'était bénin ou pas. Donc, effectivement, on peut multiplier, rendre les gens anxieux et du coup, on va multiplier les actes, on va multiplier les examens. Par exemple, très récemment, on peut dire, faites un test d'effort. Vous êtes fumeur, faites un test d'effort. Il est douteux, votre test d'effort. Peut-être qu'il faut faire une coronarographie. Et puis, là, il y a une petite claque sur votre coronaire. On va vous mettre un stent. On vous a transformé en grand coronarien. Aujourd'hui, sur les gens qui n'ont aucun symptôme, il n'y a aucune étude qui a pu montrer qu'en termes de morbidité et mortalité, il y avait un bénéfice à cette stratégie-là. Or, en France, on a fait beaucoup ça. Les USA encore plus que nous. On a fait. Vous dites dans votre livre que 20 à 30% des prescriptions et actes sont injustifiés. C'est injustifié, mais y compris, c'est injustifié, par exemple, de faire revenir un malade qui va bien uniquement pour renouveler l'ordonnance. Mais si vous êtes payé 30 € la consultation, vous dites, il faut bien que je fasse revenir les malades qui me prennent que 10 minutes pour pouvoir voir d'autres plus longtemps. Donc on a un système, c'est une refondation. Il avait mis le bon diagnostic, notre président. Conseil national de la refondation, ça veut dire quelque chose. Puis arrive cette grande conférence de presse où il n'en parle pas un mot. Ça se termine seulement par le fait que c'est pas un crime de doubler les franchises. Non, c'est pas un crime, ça augmente les inégalités seulement. On sait que si on augmente la franchise, les gens qui sont pauvres, ils iront moins souvent chez le médecin, ça on le sait. Mais c'est pas une politique de santé, ça. Pourquoi, à votre avis Parce qu'il y a des lobbies puissants, dont le lobby médical. Le lobby de l'industrie, il est très puissant. On disait les Big Pharma. Le budget de la France, c'est rien pour Big Pharma. Pfizer, c'est plus puissant que la France. Donc, et encore une fois, vous n'en voulez pas, notre vaccin ? Vous l'aurez pas. Il n'y a aucun problème. Donc, on a eu cette pandémie mondiale et les vaccins qui ne sont pas devenus un bien public. Évidemment, c'est les pays pauvres qui trinquent. Donc, il y a des lobbies très puissants. On a parlé du Nutri-Score. Le lobby de l'agroalimentaire, il est très puissant. Donc, ça suppose une transparence. Ça suppose, ce que vous disiez au tout début, une éducation, une population qui comprend. Ça suppose une médecine qui a aussi l'éducation sanitaire de la population et ce qu'on appelle, nous, la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que les décisions se prennent avec les responsables, évidemment, de la gestion, les élus, l'État, les ARS, les élus locaux, mais aussi avec les professionnels de santé, mais aussi avec les représentants des usagers. Or, nous, notre système, il n'a pas été conçu comme ça, y compris notre sécurité sociale, qui est née initialement par la démocratie sociale, c'est-à-dire les syndicats, où il s'agissait, quand un ouvrier était malade, qu'il garde son salaire et qu'il puisse nourrir sa famille. Mais depuis, maintenant, il ne s'agit pas seulement des indemnités journalières, il s'agit de la dialyse, il s'agit des greffes cardiaques, il s'agit d'une médecine moderne. Or, la sécurité sociale n'est pas co-gérée, elle devrait être co-gérée avec les professionnels et avec les représentants des usagers. Et on n'aurait peut-être pas les mêmes discussions de convention pour savoir s'il faut payer 30 €, 27 €, 50 €,
l'acte. Alors, quel est le rôle aujourd'hui des représentants des usagers, des patients ? Alors, le rôle des représentants d'usagers, il est crucial. L'épidémie de sida, entre 80 et 2000, a formalisé la voix des patients de manière extrêmement forte, puisqu'ils se sont regroupés en communauté de manière à pouvoir exprimer leurs souhaits, leurs besoins, leurs refus de traitement, leur souhait de traitement novateur et d'y avoir accès rapidement parce qu'ils étaient létals. Et on a passé une grande loi en 2002, qui est la loi droit des malades, dans laquelle on retrouve la liberté d'information, la liberté de refuser des soins, la possibilité d'ester en justice, des choses qui sont extrêmement importantes. Et on voit bien que le poids des malades a un sens, et la voix des malades a un sens. Donc aujourd'hui, on voit par exemple, dans l'insuffisance rénale, des patients qui disent que ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir tant de délais d'attente pour avoir une greffe, qui constatent qu'entre 2 ou 3 régions, ces délais d'attente sont extrêmement variables, et qui demandent à avoir accès plus rapidement à des greffons. Et donc, lorsqu'on rentre dans un système de démocratie sanitaire, on rentre dans un système où il va y avoir un contre-pouvoir, notamment par rapport au pouvoir médical, et qui doit être pris en compte. Et donc, la puissance publique, elle doit pouvoir agir aujourd'hui avec la voix des malades et avec la voix des médecins, de manière à construire un système qui soit fonctionnel. Et aujourd'hui, on est plutôt en régression. Vous évoquiez tout à l'heure la question du Covid, et on voit bien que les instances de démocratie sanitaire qui existent, on a un parlement des malades, à travers même des usagers du système de santé, à travers la Conférence nationale de santé, a été assez peu interrogés, alors qu'ils disaient eux-mêmes que pour le Covid, il faudrait responsabiliser la population française, la considérer comme intelligente, et être moins dans les injonctions, les amendes pour pouvoir appliquer une politique de santé, mais de faire en sorte que tout à chacun comprenne pourquoi on met un masque et comment on peut éviter une transmission, ou pourquoi c'est intéressant de se faire vacciner sans pour autant avoir des attestations qui sont à montrer aux forces de l'ordre pour pouvoir circuler ou pour pouvoir accéder plus ou moins rapidement à des vaccins. Voilà, donc c'est une question importante. Et donc la démocratie en santé, on voit bien aujourd'hui que dans les instances de l'hôpital, elle rend énormément de services, dans la gestion des risques, dans la qualité des soins, dans la qualité de l'alimentation, qu'elle n'est pas encore installée dans le système de médecine de ville, et qu'il faut probablement franchir une nouvelle étape dans ce domaine. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre à 4 mains ? Parce que tout ce qu'on a dit depuis le début, on va se répéter. Il y a 4 médecines, dont 2 qui sont vraiment en souffrance en France. La maladie chronique, c'est mon cas, je suis diabétologue. La santé publique, la prévention, c'est le cas de François Bourdillon. Donc, médecine 3, médecine 4. Voilà. Nous pensons qu'il faut penser comme ça pour pouvoir avancer et pas vouloir penser que aussi la médecine aujourd'hui est unique et qu'il n'y a qu'un seul modèle. Ce qui est le modèle unique, finalement, c'est l'éthique. Ça, c'est le point commun d'un médecin. C'est quoi l'éthique en médecine aujourd'hui ? C'est quoi l'éthique ? Et la différence avec l'intégrité ? Ah non, c'est des choses différentes. L'éthique, en l'occurrence, c'est je dois agir pour le patient tout ce qui est nécessaire pour lui. Mais comme c'est une médecine solidaire, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est un gaspillage, est inéthique. Ce que j'aurais gaspillé, je l'aurais enlevé à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est contraire avec ce qu'on vit en général. Dans le commerce, vous ne raisonnez pas comme ça. Vous ne dites pas, j'ai acheté une voiture avec plein de gadgets inutiles. Très bien, c'est du commerce, si ça vous plaît. Là, c'est tout ce qui est nécessaire, absolument tout, mais rien de ce qui n'est pas nécessaire. Parce que c'est un bien commun, donc c'est un bien précieux. Donc c'est cette règle-là qui devra nous guider. Et est-ce que la financiarisation de la santé en France, qu'est-ce qu'elle retire à cette éthique ou à l'intégrité ? Complètement, parce que l'idée derrière, c'est que financiarisation, à la limite, vous ne pouvez pas lui reprocher, c'est le principe. Il faut que l'argent produise de l'argent. C'est ça la financiarisation. C'est des actionnaires qui disent, moi je veux bien vous donner de l'argent, mais il faut que ça me rapporte. Donc le but va être, alors si vous dites, c'est pas quand même que le but, oui, il faut que ce soit utile, il faut qu'il y ait des clients, d'accord, mais ça transforme le patient en client. Et s'il n'est pas client,
eh ben non, tant pis, ben je ferme. Ça veut dire que, y compris, dans cette logique-là, si c'est pas rentable, mais je mets la clé sous la porte. Mais nous, on met pas la clé sous la porte. Donc, c'est pour ça que ça doit rester un bien commun. Un hôpital public peut pas faire faillite. Il peut être fermé par le... Mais il fait un délit. Fermé, il peut être géré par l'État, mais il ne peut pas être victime d'une OPA. Il ne peut pas être racheté. Il ne peut pas dire je sélectionne mon activité parce que je fais que les choses rentables. Il ne peut pas dire ce malade, je ne le prends pas parce que je lui demande sa carte vitale. Je demande sa carte Visa. Non, carte Visa, c'est pas ça. Donc c'est la différence quand même. C'est... Juste rajouter quelque chose qui est dit par Didier Sicard, l'ancien président du Conseil national d'éthique, qui a écrit la préface, une très très belle préface, très courte et très lumineuse. Et il dit, il y a un clivage dans notre société entre les malades qui coûtent, en gros c'est ceux qui vont à l'hôpital et qui vont créer le trou de la sécu, et les malades qui rapportent, et sont ceux qui... vont permettre à certains médecins libéraux qui sont dans des cliniques financiarisées à gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et aujourd'hui, les fonds de pension rachètent des cliniques privées pour gagner de l'argent, pour rémunérer leurs actionnaires. Et de l'autre côté, on a un trou de la Sécu. Et tout cet argent, c'est quand même la cotisation des Français. C'est dingue quand on y pense. Figurez-vous que là où les États sont faibles, ça pénètre. Au Maroc, c'est 80% maintenant de cliniques financiarisées, avec des inégalités derrière sociales colossales. Alors, l'industrie pharmaceutique, on a vu comment ils ont procédé. Pour le moment, il y a 4 grandes chaînes de cliniques en France qui ont 50% d'activité privée, mais si on laisse se développer, c'est pareil pour les laboratoires. Hein. Donc voilà, ils sont en train, par exemple, de racheter les centres de radiologie. Ah bah oui, à tour de bras, je le vois. Donc les centres de radiologie sont en train d'être rachetés. Donc progressivement, sans débat, encore une fois, le débat est confisqué, sans réel débat, dans l'insuffisance de la médecine libérale, de ce corporatisme inadapté, se développent les fonds d'investissement qui n'ont rien à voir avec la santé. Mais qui viennent sur un marché qui est sûr, pour le coup, qui rachètent, qui est financé qui revendent. par l'État, par le contribuable. Ben oui. C'est magnifique. Oui, là, exactement. Non, mais c'est sublime. Il y a une sécurité absolue pour eux. Ben oui. Voilà. Et ils diront, ça, on ne peut pas parce que ça, c'est pas rentable, mais on va se développer sur la chirurgie de l'obésité, elle est rentable. On va se développer sur tel ou tel soin. Et leur critère à eux, c'est qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas. La chirurgie ambulatoire, c'est rentable, ils se développent. La polypathologie, c'est pas rentable. Moi, j'ai vu les gens des cliniques venir me voir en disant, pour le pontage, pour vos plaies du pied diabétique, on est d'accord pour le faire, on vous renvoie le malade après. On est d'accord pour mettre la pompe à insuline, mais vous faites l'éducation. Parce que comme elle n'est pas rentable, nous, on la fait pas. Voilà. Donc si on rentre là-dedans, on aura d'ailleurs, en gros, le système américain, qui est un système dont les résultats de santé sont catastrophiques. Au moment du Obamacare, il y avait dans le New York Times un titre, qu'est-ce qui est mieux, la médecine anglaise ou la médecine américaine? Et la réponse était, le mieux, c'est la médecine française. Donc voilà, on a une médecine très chère, mais qui est une médecine business, 17% du PIB, et des résultats de santé aux USA très médiocres. Si vous êtes diabétique, vous mieux être soigné en France ou en Angleterre qu'aux USA, même si vous êtes ingénieur, pas seulement si vous êtes pauvre. Alors, je ne peux pas faire l'économie de cette question. Quels sont les défis et les contradictions posées par la loi sur la fin de vie? Ce n'est pas du tout dans votre livre, mais on va rejoindre aussi derrière la question des lacunes liées aux soins palliatifs en France. Vous posez la première bonne question. C'est-à-dire qu'on se dit que pour l'aide à mourir, il faut d'abord l'aide à être accompagnée dans des soins palliatifs. Parce que la question de la fin de vie est posée simplement quand on est bien portant. En gros, chacun d'entre nous, tant qu'il est bien portant, se dit « je ne veux pas devenir dément, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas ne plus être dans une situation digne, voilà, et je veux partir avant ». Ça, une fois qu'on est dans la situation, ça change. On est dans une ambivalence. À la fois, on dit je sais que je vais mourir, puis on fait quand même des projets. L'an prochain, pour l'anniversaire du petit, ça serait bien qu'on fasse ça, alors qu'on sait que dans un mois, on ne sera plus là. On a l'ambivalence. Ce que vivent d'ailleurs les collègues des soins palliatifs. Ils voient bien que les malades qui disent qu'ils veulent en finir, en même temps, tant qu'il y a un lien, voilà, on se maintient. Et ça, on le vit, nous,
Alors, je pense qu'on a avancé sur le sujet et que c'est légitime de continuer à avancer. La première chose, c'est l'absence suffisante de soins palliatifs en France. Et c'est vrai que ça crée un sentiment de gêne de dire qu'il y a des gens qui vont dire, puisqu'il n'y a pas de soins palliatifs, je suis devenu une charge pour mes enfants, je suis dans des conditions abominables, autant en finir. Donc ça, ce serait gênant. Alors, c'est pour ça que le gouvernement a dit on va développer les soins palliatifs. Mais entre les promesses et la réalité, puis quand on dit on va donner des sommes pour 10 ans, on craint toujours. Reste que il y a un certain nombre de maladies, on a envie de dire je ne veux pas aller plus loin. Des maladies qu'on ne sait pas soigner, qui deviennent une déchéance absolue. Quand il y a la douleur, finalement, c'est pas si difficile parce que c'est un principe éthique de ne pas laisser souffrir les gens. C'est inadmissible de laisser souffrir les gens. On a les moyens aujourd'hui d'empêcher de souffrir. Donc ça, mais c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit, vous avez une maladie de Charcot, une maladie dégénérative qui vous paralyse progressivement. Et à un moment, vous pouvez plus vous alimenter. On vous met une sonde dans l'estomac. À un moment, vous pouvez plus respirer. On va vous mettre une trachéotomie. Jusqu'où vous voulez aller? Est-ce que vous avez le droit de dire « je veux pas aller plus loin que ça » ? On vous annonce une démence. Est-ce que vous avez le droit de dire que le jour où vous ne reconnaîtrez plus votre conjoint, vous ne reconnaîtrez plus vos enfants, vous ne voulez plus rester dans cette vie-là? Donc voilà, c'est vraiment des débats pour une société qu'il faut mener. Ça, je trouve que c'est assez légitime d'avoir des débats longs sur le sujet, des débats contradictoires, étant donné que l'aide à mourir, ce n'est pas une obligation. Ça doit rester un choix. Mais pour que ce soit vraiment un choix, il faut que les soins palliatifs soient développés. Autrement, ce n'est pas tout à fait un choix. Et on n'y est pas. Donc, on n'y est pas. Mais enfin, celui qui dit qu'il a la solution à cette question-là, je n'ai pas envie trop de l'écouter. C'est une question ça pose beaucoup de questions. Ce n'est pas si simple que ça. Nous, je pense comme ça, on a tous vécu ces gens qui savent qu'ils vont mourir et qui vous font après des projets. Moi, j'ai vécu un ami médecin en fin de vie. Le médecin lui dit « Est-ce que vous voulez être conscient jusqu'au bout ou est-ce que vous voulez dormir ?» Il répond « Je préfère dormir. » On dit « On va donc appeler votre famille, un cancer en stade terminal. » Et quand je le revois, il me dit « Dis donc, j'ai oublié de demander où est-ce qu'elle consulte pour que je la puisse la revoir quand je vais sortir de l'hôpital. » Donc, vous êtes dans des propos complètement contradictoires dans cette phase terminale. Donc, voilà, je pense qu'on avance. Et moi, je ferai aucun reproche au gouvernement d'avoir pris le temps, d'avoir discuté, de convoquer tout le monde et de faire un pas en avant dans cette liberté ultime. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit André. Pour les soins palliatifs, on est loin du compte, très, très loin du compte. Avec une double demande, c'est de faire des soins palliatifs à domicile et à l'hôpital, mais il ne faut pas pour autant que ça dédouane les équipes soignantes dans chacun des services. C'est-à-dire que la culture de soins palliatifs, elle ne doit pas être uniquement portée par les équipes de soins palliatifs, mobiles ou pas, dans un établissement, mais par toutes les équipes soignantes. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un vrai savoir médical dans ce sens et que il y a encore beaucoup à faire au niveau hospitalier et encore plus en ville dans le domaine du soin palliatif. Après, pour la fin de vie, il faut du débat. On a quand même des exemples dans d'autres pays, je pense à la Suisse, à la Belgique, où il y a des lois qui existent, dans lesquelles on peut avoir des analyses qui permettent de tirer les inconvénients, les points forts de leur politique pour essayer de trouver une politique équilibrée. En sachant que le souhait de la population est clairement aujourd'hui d'aller vers une aide à mourir. Pour autant, ce que dit André est vrai, au moment où ça vous arrive, vous ne pensez peut-être pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a aussi le positionnement des médecins qui ont été formés à soigner, qui n'ont pas été formés à tuer. Et là, il y a beaucoup de réticence d'un certain nombre de confrères qui, devant ce passage de l'acte de soin à l'acte de donner la mort, sont assez mal à l'aise et il faut entendre ce discours-là parce que c'est pas si simple que ça, de se retrouver dans une situation qui n'est pas celle d'essayer de donner le soin, mais de donner la mort. Pour prendre cette discussion qui est vraiment importante, ça pose derrière la question de l'humanisation de la médecine. Pour moi, aider à mourir, c'est le dernier acte de soin. Mais du coup, ça ne peut pas être fait par quelqu'un dont ce serait le métier. Moi, je suis là pour donner la mort. Ça peut être que quelqu'un qui vous a accompagné, qui vous connaît, à qui vous avez pu discuter de cette question bien avant. Vous avez dit, voilà ce que je voudrais. Et en gros, nous, médecins,
moi, médecin des maladies chroniques, c'est d'assurer nos malades, nous serons là. Quand vous annoncez un diagnostic d'une maladie grave, ce que vous annoncez en même temps, c'est je serai là. Je vous abandonnerai pas. Je serai là jusqu'au bout. Donc, ça fait partie de ce que devrait être l'éducation médicale. Et pas, je suis médecin spécialiste d'un acte. On n'imagine pas un médecin spécialiste de l'acte d'en finir. Donc, ça ne peut être qu'un long cheminement, un accompagnement. Ce qu'était le médecin de famille, qui a connu les parents, qui a connu depuis qu'il est petit. Et donc, le dernier acte de soin serait celui-là. Donc, on a raison d'être prudent, d'avancer prudemment, parce que, il y a beaucoup de déviations possibles. La Belgique a fait un pas, mais c'est pas tout à fait notre même philosophie. Et puis, avec des fois, quelques excès, notamment que ça remplace les soins palliatifs, par exemple. Et que, finalement, ça pose pas problème. Je pense que ce sujet-là doit rester un problème. J'espère qu'on ne réduira pas, on a réglé ce problème. Non, on ne l'aura jamais réglé, parce qu'on est des êtres humains. Je vais vous poser des questions très personnelles à chacun d'entre vous. En quoi croyez-vous ? En l'humanité. François ? Oui, à quoi je crois ? Je crois à un système de santé solidaire et égalitaire, où tout le monde cotise en fonction de ses besoins et tout le monde reçoit des soins en fonction de sa maladie médicalement évaluée. Et ça, c'est le principe de la sécurité sociale et j'y tiens beaucoup parce que c'est un truc formidable. Et j'espère que notre sécurité sociale, notre assurance maladie sera préservée dans l'avenir. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? On va rester avec vous et puis ensuite on repassera le micro à André Grimaldi. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Alors moi, je suis un médecin de santé publique. J'ai fait beaucoup de cliniques. Dans ma vie, j'ai fait du sida, j'ai connu la maladie aiguë, j'ai connu la maladie chronique. Mais je suis foncièrement un homme de santé publique parce que je me suis aperçu que dans ce métier, je pouvais soigner, éviter le décès de nombre de patients, beaucoup plus que dans une clinique individuelle. André ? Écoutez, c'est quand je disais, je crois en l'humanité, c'est-à-dire qu'on peut désespérer de l'humanité dans les grandes catastrophes, l'horreur qu'on a connue, les guerres mondiales ou ce qu'on connaît en Ukraine aujourd'hui. Mais en même temps, on peut espérer quand on voit comment l'espèce humaine est capable dans les grandes crises aussi de surmonter avec des valeurs qui dépassent tout le monde. En gros, dans les périodes du début du Covid, on a vu ça. On a vu les soignants qui ne demandaient pas à être payés, qui ne demandaient pas à avoir des primes, qui demandaient rien, qui fonçaient sur l'hôpital. On l'avait vu lors des attentats de la même façon, on l'avait vu lors de la canicule de la même façon. Spontanément, tous les soignants disent « on se mobilise ». Et la population qui applaudit, parce qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à chacun d'entre nous. Bon, ce sont des valeurs qu'on a trouvées, qui ont fondé la sécurité sociale en 1945, qui ont fondé le droit des malades, 2002. Ce sont des moments où on sent que faire société, c'est plus grand que l'intérêt de chacun. Bon, et ça mobilise, et ça donne l'espoir. Donc c'est ça qui fait qu'on a choisi ce métier. Et qu'on dit si c'était à refaire, je referais. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, moi, c'est ce qu'on est rentré, c'est-à-dire ce côté de marchandisation de tout, de déshumanisation, de quantification de tout. C'est-à-dire que c'est l'économétrie qui domine le monde. Alors après, on peut faire des discours, mais quand c'est des discours creux, alors ce qui m'effraie, c'est ça, c'est du coup la montée du repli sur soi, d'un nationalisme xénophobe, de la peur de l'autre, la peur de l'étranger, pas qui va m'enrichir, mais qui va me prendre. Donc on est maintenant dans une phase de repli très inquiétante. Cette montée des nationalismes, de l'individualisme, de l'identité. Ouais. Des crises identitaires. Comme si on n'était qu'une seule chose, alors qu'on est multiples, et puis ça change avec le temps. On n'existe pas sans les autres. Si vous voulez tuer un être humain, vous l'isolez. Bon, c'est dans l'échange que l'individu se construit jusqu'à la fin. Donc ça, c'est ça qui fait que la santé, c'est un métier qui reste le plus beau métier du monde. Qu'est-ce qui vous effraie, François ? C'est la société qu'on laisse à nos petits-enfants. On a eu la chance d'être, après la Seconde Guerre mondiale, une société qui s'est construite avec beaucoup de valeurs,
avec beaucoup d'humanité. Nous étions riches, mais nous sommes quand même repartis de rien en 1945, avec beaucoup d'ambition, et on a créé beaucoup de choses. On a créé un excellent système de santé reconnu par l'OMS. Et aujourd'hui, on voit ce système se dégrader sans qu'on réagisse, mais on voit sur l'ensemble du champ, que ce soit l'éducation, que ce soit les finances, une société qui se replie, comme le disait André, qui se referme sur ses frontières, y compris lorsqu'on parle d'Europe aujourd'hui, juste avant les élections européennes. On parle de tout sauf de l'Europe, ce qui est quand même assez terrifiant. Et j'espère que on va stopper cette hémorragie et faire en sorte qu'on essaye de reconstruire un monde meilleur, y compris en arrêtant les folies actuelles que l'on voit au Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine, ou entre la Russie et l'Ukraine. Et j'espère qu'on n'aura pas la même chose en Chine, entre la Chine et Taïwan, quoi. Voilà, donc tout ceci est terrifiant. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Vous avez le droit de plus être en colère. Hein. Non, si, ce qui me met en colère, c'est travestir la réalité par la novlangue, par le discours, le blabla, les grands mots qui ne sont pas suivis d'actes. Dans cette novlangue qui se développe, il y a d'abord le côté, effectivement, tout est commerce. Donc nous, on ne dira plus qu'un médecin est dévoué, on va dire qu'il travaille à flux tendu. On ne dira plus répondre à des besoins, mais gagner des parts de marché. On ne dira plus augmenter la charge de travail, mais des gains de productivité. Et puis après, il y a la confusion des mots. Quand on dit que la médecine devient une médecine personnalisée, on veut dire une médecine de précision. Ce n'est pas une médecine de la personne. Une médecine de précision adaptée aux mutations génétiques de votre tumeur. Ce n'est pas une médecine de la personne, mais on dit médecine personnalisée. Vous avez dit médecine intégrative, mais bien souvent, derrière ce mot-là, ce n'est pas du tout la médecine intégrée, psychosociale et culturelle. On vous met des pâtes à médecine, de l'auriculothérapie et des croyances dans la médecine. Bon, donc ça, on crée de la confusion. Quand on parle de valeurs, on ne parle pas de la même chose. Les valeurs, c'est ce qu'on vient de discuter. C'est-à-dire, je dois soigner le malade en fonction de ses besoins sur des critères scientifiques. Je dois dévouement au patient. Je dois présence dans la durée. Ce sont des valeurs universelles. Ce n'est pas des préférences ou des croyances personnelles qu'on a le droit d'avoir, mais ce n'est pas des valeurs. On met tout, on emploie les mots les uns derrière. On crée la confusion. Donc ça me met en colère. Ça me met en colère de parler de CNR pour ensuite déboucher uniquement sur quelques petites rustines comme le doublement des franchises. Alors on va passer de 1 euro à 2 euros la boîte de médicaments. C'est ça la refondation. Donc les grands mots qui ne sont pas suivis d'actes. Arrêtons de rejouer la résistance si on ne fait rien ou on fait du surplace. Ça me met en colère. Je veux dire, bon, soyons transparents, disons les choses telles qu'elles sont. Après André, non, moi, ce qui me met en colère, c'est l'abandon des valeurs, quoi. Voilà, donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est crucial dans une vie. Et aujourd'hui, on en oublie la courtoisie. On en oublie qu'on vit dans un quartier, qu'il faut connaître ses voisins. Voilà, et ça, c'est extrêmement important. Voilà, et on est dans une société individualiste et financiarisée. Voilà, ça me met en colère que nos politiques qui doivent penser la vie en société de demain ne l'évoquent plus, quoi. Cette fameuse fraternité. Oui, mais enfin, bon, les crises sont à venir. Donc la grande crise écologique de notre planète va nous ramener sur Terre, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui fait du bien ? Qu'est-ce qui vous fait à vous du bien ? De voir que malgré notre société très fragmentée, il y a des jeunes, et des jeunes, pour ce que je connais, des jeunes dans les soignants, que ce soit infirmières, médecins ou autres, mieux qu'il n'y a jamais eu. Il y a peut-être pire qu'il n'y a jamais eu, mais il y a aussi mieux qu'il n'y a jamais eu. Donc, je me garde espoir, je me dis, face à ces crises, je vois que la jeunesse, par exemple, je parle des jeunes médecins, des jeunes scientifiques, se mobilisent scientifiquement sur les questions de l'écologie, pas émotionnellement ou par des représentations, mais travaillent le sujet réellement, et avec passion. Hein. Donc, je me dis, l'espèce humaine est aussi capable d'affronter les crises qu'elle a devant elle. En gros, c'est là aussi une erreur. Est-ce que le Covid, c'était
une crise comme il peut en arriver, et puis après, bon. Ou est-ce que c'est l'entrée dans la société du monde en crise? C'est des crises chroniques répétées les unes les autres, qui seront toutes en partie des crises sanitaires, des crises migratoires, qui vont être aussi des crises sanitaires, qui vont être des crises politiques. Est-ce que ça... je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont brillants, qui bossent, et qui se posent ces questions-là. Et donc, je pense que, j'espère, trouveront les solutions. En tout cas, moi, je rencontre beaucoup de médecins, effectivement, et de gens qui sont très, très brillants et acteurs, absolument. Vous vouliez... Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous, François? Moi, je vais vous dire, mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ils sont tout petits, 5 ans, 2 ans, bientôt à 3e, et la découverte du monde, ça c'est juste sympa, juste à regarder. Les parents sont très stricts sur les écrans, à juste titre, et leurs questions naïves, et leur sécurité de découvrir le monde, c'est quelque chose de très très précieux, et j'espère leur offrir ça. Votre phrase fétiche, celle qui vous fait du bien, le mantra, la phrase qui résonne en vous, toujours, qui vous guide. On en a mis une en tête du livre de Paul Valéry. Oui, absolument. Absolument. La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Donc ça, c'est pour la colère dont vous parliez. Ouais. Mais il y en a une autre que j'adore, moi, de Paul Valéry, qui a quand même l'art des phrases. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Alors, pour le mieux comme pour le pire. Parce que pour ce qui n'existe pas, on est capable de se déchirer. Pour la Terre Sainte, que chacun croit à lui, par pure croyance, on peut s'entretuer. Mais pour aussi le rêve, les valeurs, on peut aussi créer le meilleur. Donc cette phrase, pour moi, est très importante. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? François? Alors moi, je ne vais pas faire aussi philosophique, alors j'ai beaucoup de mal à retenir les citations d'hommes célèbres, d'écrivains. Moi, je veux dire, ce qui est extrêmement important, c'est l'équilibre personnel entre ce qu'on peut imaginer sur le plan professionnel, sur le plan personnel, et de faire en sorte que cet équilibre ne soit pas rompu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que je pense que l'un irrigue l'autre, et ça, c'est très important, et que peut-être, en élargissant ses relations à sa famille et à l'entourage, à la famille élargie, je pense, et à l'entourage des amis qui portent, parce que sans ça, on n'est plus un homme, quoi. Voilà. Eh bien, merci André Grimaldi et François Bourdillon. Je rappelle le titre de votre livre, Notre santé, cette question, cette réponse, le débat confisqué, paru chez Odile Jacob. Et voilà qui conclut notre discussion enrichissante sur la crise de la médecine en France. En compagnie d'André Grimaldi et de François Bourdillon, nous avons exploré en profondeur les causes de cette crise, les propositions de réformes nécessaires et l'importance de la prévention pour un avenir plus sain. Ce qu'il faut retenir, c'est que la crise de notre système de santé est complexe et multifactorielle, mais des solutions existent. Le développement de structures pluriprofessionnelles, l'instauration de nouveaux modes de rémunération et une approche plus intégrative et préventive sont des pistes prometteuses. Toutefois, ces réformes demandent une volonté politique forte et un engagement collectif de tous les acteurs de la santé, patients compris. Notre système de santé souffre et malgré les promesses de réinvention après la pandémie, peu de changements significatifs ont été réalisés. Il est donc vital de refonder notre système de santé sur les principes de la démocratie sanitaire et de la solidarité. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités André Grimaldi et François Bourdillon pour leurs analyses précieuses et leur engagement en faveur d'un système de santé plus équitable et performant. Merci infiniment, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Nous avons tous le pouvoir de transformer ce processus, peu importe notre origine ou notre identité. Ensemble, nous sommes les acteurs du changement vers le monde de demain. En partageant ce podcast autour de vous et la lecture du livre qui nous réunit aujourd'hui, vous contribuez activement à cette transformation. Comme le disait Francis Bacon, la connaissance est en elle-même puissance. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.